Bah, écoute, je suis contente de te retrouver aujourd'hui dans cette petite interview sur la résilience, mais tout d'abord, je vais te laisser te présenter. Je suis Frédéric Velier, je vis en Asie. Je suis expatrié, j'ai 5 enfants, 5 merveilleuses filles. J'ai eu une expérience de 10 ans comme baroudeur aventurier, avec un côté militaire privé. Et j'ai eu 10 ans en tant que constructeur de bâtiments. Je faisais des maisons de bois. Et maintenant, ça fait 15 ans que j'ai créé Survivor Attitude et Catalyse Up, deux entités pour la formation de la résilience, puisque c'est le thème. Et Pour plonger directement dans ce sujet de la résilience, pourquoi est-ce que tu as envie d'en parler aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui devient nécessaire et utile et surtout, comment tu vois sa définition? la résilience, c'est vraiment l'instinct de survie du cerveau, en fait. Et il est connecté à notre reptilien en premier. Et en fonction de ça, il va fonctionner sur plusieurs gammes. C'est-à-dire que la survie, la résilience pure, c'est l'inhibition, le combat ou la fuite. Donc, il va choisir dans cette gamme-là en fonction de l'expérience qu'il aura pu avoir. Le cerveau, pourquoi? Souvent, on se souvient plus facilement des expériences négatives que positives. Si on regarde bien, si on réfléchit bien, dans notre mental, on a plus d'expériences négatives que positives. Par instinct de survie, parce que ça permet au cerveau de dire ça, no way, on le refait plus. Et donc, l'expérience est importante pour bâtir la véritable résilience parce que le cerveau l'a expérimenté, il l'a expérimenté intellectuellement, il l'a intellectualisé, et ensuite il l'a expérimenté dans son corps. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé, à travers les formations et les stages de développement personnel et de dépassement de soi, j'ai développé l'expérience émotionnelle corrective, c'est-à-dire que tout était que émotionnel. Tous les problèmes, même les problèmes spirituels, sont des problèmes émotionnels. À partir du moment où on a vécu quelque chose, le cerveau l'a engrangé. Et que ce soit positif ou négatif, il le met quelque part. Et c'est pour ça qu'est venue la kinésiologie, où on sait maintenant que on garde dans notre corps beaucoup de blocages émotionnels. Et donc, je vais recréer des expériences émotionnelles en fonction du portrait que je vais faire de toi dès le début de la formation, dès le début du stage. On va faire un portrait, je vais poser des questions, il y a tout un formulaire à répondre, ce qui va me donner un portrait, puis surtout le sac à dos familial que chacun porte. Ça, peut-être qu'on y reviendra. Et en fonction de ce portrait, je me dis, tiens, j'ai quelques pistes. Je vais les creuser. Comme moi, je suis quand même formé à tout ce qui est profiling et ce genre de choses, je fais très attention aux micro-expressions, aux attitudes, aux postures, aux mots que la personne va employer. Je vais voir immédiatement si mes pistes sont bonnes ou pas. Et dès que j'ai des pistes qui sont bonnes, je vais les exploiter. Je rentre dedans à fond pour créer ensuite des expériences qui vont corriger l'émotionnel. Et de là, eh ben, ça va modifier la problématique. Et donc, pour moi, la résilience, elle est liée au cerveau essentiellement. Et comme on va parler aussi de la spiritualité fait partie de la palette de couleurs qu'a le cerveau pour survivre, ni plus ni moins. La résilience et la survie, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. La survie, c'est faire avec à l'instant T. La résilience, c'est s'adapter et vraiment arriver à trouver du confort dans ce qu'on est en train de vivre. La première des choses dans la résilience ou dans la survie, c'est déjà de toute façon encaisser. Ça, je l'ai écrit dans un de mes livres. La survie, la résilience, c'est savoir encaisser ce qui nous arrive. Et du coup, c'est quoi la différence entre résister, la résilience et s'adapter? Être résilient, c'est un état. C'est je suis en bonne forme. J'ai eu un bras cassé. Tu vois, quand j'ai fait ma chute d'escalade, on va en reparler, j'ai eu le bras cassé, l'os qui est sorti. Mais je suis en bonne forme. Donc, pour prendre ton exemple, c'est ça, en fait, l'équivalent. Donc ça veut dire que tu t'es pas adapté parce que ton os a quand même cassé, mais t'as pas résisté parce que ton bras s'est cassé, J'ai été mais résilient, je fais tu avec. su traverser l'expérience, donc t'as été résilient. OK, je vois. Je suis résilient, je fais avec. D'accord, tu fais avec. Survivre, j'ai survécu à ça.
Donc, mais il y a quand même la différence entre relativiser et la résilience. Parce que j'ai fait avec, donc je suis Mhm, résilient. mhm. Mais est-ce que si tu m'avais dit, j'ai fait avec, j'ai relativisé, est-ce Ah, qu'on j'ai peut pas retenu. relativiser? Ça, c'est une action du mental et ça n'a rien à voir avec la résilience ou la. D'accord. C'est l'action du mental, c'est je relativise. Bon, bah, je vais faire avec, je relativise. Ah, la Alors résilience, c'est que, autre chose que le mental, c'est ça que tu veux dire? rien à voir. D'accord. Ok, C'est pour que un ce soit bien clair. état de ton mental, c'est encore une palette. C'est C'est intéressant de séparer les définitions parce qu'il y a beaucoup de confusion sur la résilience. Chacun en a complètement. sa petite définition. Souvent, on parle de la résilience. Oh là là, il est résilient. L'autre coup, je regardais un post LinkedIn, ça m'a fait un peu marrer parce que la femme, elle disait, oh, je suis monté en haut du sommet du Kilimandjaro, il m'a fallu beaucoup de résilience. Non, il t'a fallu de l'endurance, il a fallu être fort. Ça n'a rien à voir avec la résilience. Alors, la résilience, elle y est quelque part dans le sens de s'adapter à l'altitude et tout ça, mais ça, c'est survivre. C'est pas de la résilience. La véritable résilience, c'est se prendre le coup dans la gueule et tu t'adaptes. C'est quelque chose dont tu es surpris. Tu subis une situation de survie, tu vois. Quand tu as un accident de voiture, tu l'as pas demandé, ça t'arrive, tu subis la chose, donc il va te falloir être résilient et maintenant encaisser et dire, OK, bon, qu'est-ce que je fais? C'est quand même une chose différente avec un défi qu'on se fait et qu'il faut s'adapter tout au long du défi. Alors oui, il y a de la résilience, mais faut pas tout confondre. Hmm. La tendance dans notre société maintenant à utiliser des mots forts pour donner plus d'impact sur l'action qu'on est en train de mener. Oui, c'est Mais pour ça c'est que je fais cette interview. C'était pour qu'on remette un petit peu le cadre sur les différentes définitions et la perception de ces concepts parce que c'est pas évident quand même. Surtout si on n'a pas connu vraiment ce que c'est que la résilience, on ne peut que mentaliser la exactement. définition. Il faut l'avoir vécu Exactement. pour vraiment voir la nuance finalement. Ouais, complètement, complètement. Et il est là le dépassement. Lorsque je fais des stages de dépassement de soi, je dis toujours qu'on va commencer par faire le portrait. Les gens s'attendent à tout de suite, allez, on va rentrer dans le sujet, on va en prendre plein la gueule, on va forcer, on va tirer. Non, moi je dis que si on veut faire un véritable dépassement de soi, il faut d'abord se connaître, parce que, comme je le dis tout le temps, c'est qu'à un moment, faire un dépassement de soi, peut-être que tu le fais parce qu'un jour, tu as eu une injonction, une condamnation de ton père ou de ta mère qui te disait, tu es un incapable, tu feras jamais rien de ta vie. Et toi, tu te dis, ben voilà, je vais leur prouver. Et tu trouves ce levier de faire un stage de dépassement de soi avec moi. Mais moi, ça marche pas comme ça. Si tu veux vraiment me dépasser, on va d'abord traiter ce problème-là, s'il y a un problème, parce que j'ai des gens qui ont réglé leurs problèmes justement émotionnels, hein. On revient toujours sur l'émotionnel. On dégage ce problème-là, et là maintenant, si tu veux toujours te dépasser, on va se dépasser. C'est-à-dire sur mes stages, je rêve d'un participant qui me dise, ah ok, j'ai compris. Donc maintenant, j'ai plus envie de le faire, je veux me faire que du bien. Ça, c'est le participant de mes rêves. Je l'ai encore jamais eu en 8 années. Un participant qui te dit je n'ai plus besoin de faire le stage parce que j'ai compris? Ouais, parce que s'il a compris qu'en fin de compte, il fait ce stage de dépassement de soi parce que il a eu un jour cette condamnation du père et il la découvre parce que moi, je passe automatiquement par cette étape-là. Je veux pas faire que les participants fassent un dépassement de soi sans avoir défini s'ils le font vraiment pour eux, pour se dépasser, ou s'ils le font parce qu'ils ont eu un jour une condamnation ou une autre problématique. Mais comment on peut savoir pourquoi on fait un stage de dépassement de soi? C'est Ah, difficile de... justement, il faut travailler sur soi. Ouais, ouais. Mais du coup, quand on vient faire tes stages, c'est aussi pour arriver à comprendre pourquoi on vient le faire aussi, finalement. C'est pour ça que je passe par cette étape. Hmm. C'est une étape obligatoire pour moi, chez moi en tout cas, tu viens faire du dépassement de soi, ok. Déjà, pour savoir si c'est vraiment juste ce que tu fais, si c'est vraiment ce que tu veux, on va apprendre ensemble si c'est parce que tu as envie de te dépasser, toi, parce que tu as déjà déblayé le terrain, ou est-ce que tu as eu un problème un jour émotionnel qui fait que maintenant tu veux te dépasser? Ouais. Bah oui, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu veux te dépasser à un moment donné? C'est une vraie question. On peut se demander si c'est pour mieux se connaître soi-même ou savoir si on se connaît vraiment, ça peut être pour ça. Mais en fait, c'est toujours la même question, c'est pourquoi on fait les choses. Je le dis en stage, pas de Hein, donner pourquoi, du pas de sens. pouvoir. Ouais. Pas de pourquoi, pas de pouvoir. Et oui, il y a le but, c'est de mourir. Par contre, c'est de donner du sens à la vie qui est intéressant.
Ouais. Parce que Ça aurait été- fondamentalement, il peut ne pas y avoir de sens, mais c'est à nous de s'en trouver un, c'est ça? On peut pas Bah, vivre une vie beaucoup de sans gens, aucun hein, sens. beaucoup de gens errent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de sens. Ils font que errer dans leur vie. Ils prennent aucune direction, ils n'ont pas de sens dans leur vie, métro, boulot, dodo. Ok. Mm. Ils errent dans leur vie. Mais le but de la vie, c'est de trouver du sens. Après, si on s'élève sur un niveau spirituel, c'est autre chose, mais sur un, Mm. un registre de résilience, c'est pas ça, hein. Mais on peut donner du sens à la vie sans avoir de spiritualité, sans avoir de... Complètement. Ouais, on peut. Mm. Mais la spiritualité, n'oublions pas que c'est très galvaudé maintenant, depuis une dizaine d'années, malheureusement. Mais la spiritualité, c'est les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est un gros fourre-tout, c'est comme coaching. Dans coaching, il y a de tout. Il y a le coach de vie, il y a le coach de couple, il y a le coach Ouais, le de, sport. enfin, de sport, de tout. Spiritualité, c'est pareil. Mais la spiritualité, on retrouve dans la spiritualité la religion, on retrouve le yoga, on retrouve des tonnes Il y de a de la choses. spiritualité laïque aussi, C'est ça les peut... choses de l'esprit. C'est les Ouais, ouais. choses de l'esprit. C'est ramener les choses à l'esprit. Mm. Donc, quand tu fais métro, boulot, dodo, est-ce que tu ramènes les choses à l'esprit? Non, tu les ramènes à quelque chose de primaire, à quelque chose qui est lié au reptilien. Manger, boire, dormir, subsister. C'est bien expliqué dans le film Lucie, à un moment donné, quand le Black parle au début dans une conférence, il dit, bah voilà, l'homme, quand à un moment donné, il trouve son équilibre, il s'établit, et puis ils fondent une famille, et machin. Donc voilà, premier stade du reptilien. Dans le triangle de Cartman, on est à la même chose. C'est subvenir à ses besoins primaires, manger, pipi, caca, dormir, faire l'amour et faire des enfants. Voilà, là on est premier stade primaire. Et pourquoi l'homme veut un peu plus que ça finalement? Parce qu'on a l'impression de jamais être satisfait de ce qu'on a et on aimerait bien s'élever. Beaucoup de personnes disent je veux m'élever, je veux m'élever. Comment on peut en arriver à vouloir ces choses-là alors qu'on pourrait se contenter du stade primaire finalement? Et c'est l'ambition. C'est l'ambition ou le questionnement. Dans mon cas, je me suis élevé par questionnement parce que la vie m'a mis une énorme claque à mes 18 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette affaire? Mais tu as des gens qui se disent, tiens, encore une fois, un problème émotionnel. Tu as beaucoup de gens qui veulent s'élever parce que, enfants, on se moquait d'eux, ou parce qu'ils sont plus petits, plus chétifs. Et d'un seul coup, ils développent à l'intérieur d'eux, c'est pourquoi je reviens sur le dépassement de soi en disant non, il faut vraiment définir pourquoi. Ben, ces gens-là veulent réussir dans la vie parce qu'ils ont une revanche à prendre sur la vie. Et donc, ils veulent réussir, ils veulent s'élever parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils devaient avoir. C'est comme ça, c'est la vie. Les personnes qui veulent s'élever, ça veut dire qu'elles ont forcément été diminuées quand elles étaient plus jeunes? Ou est-ce qu'on peut vouloir s'élever sans Non, pas forcément avoir forcément. ce ressenti? Tu peux avoir envie de t'élever parce que quelqu'un a été inspirant dans ton environnement. Non, c'est encore un problème émotionnel de croire que c'est souvent à cause des problèmes qu'on avance. Faux. On peut avoir des gens inspirants. Moi, j'ai eu des gens inspirants qui ont fait que j'ai décidé de prendre certaines voies. Et c'est pas seulement parce que la vie m'a poussé au cul. Ça, encore une fois, c'est complètement reptilien. Si tu attends que la vie te mette des coups de pied au cul pour changer ton état, c'est dommage. Et en même temps, pourquoi on voudrait changer un état si on n'a pas reçu de problème, si Bah, tout si est tu trouves ton stable? équilibre, bah, justement, le truc, c'est que si tu trouves ton équilibre, c'est que tout va bien. Et là, la vie n'a pas besoin de te mettre coup de pied au Mais les cul. gens peuvent Il y a s'ennuyer quand même une dans grande leur loi. train-train aussi. Il y a quand même une grande loi dans l'univers. Tout ce qui existe croît. Oui, Si tu oui. stagnes, la vie, à un moment donné, va te mettre un coup de pied au cul. Parce que Oui, oui. c'est le pouvoir, c'est le fondement même, c'est la force cosmique, on l'appelle comme on veut, mais c'est le pouvoir de la vie. Ça veut dire qu'il faut pas être trop tranquille, quoi. Sinon, Exactement. ça va Tu bouger rigoles, quand on mais s'y c'est attend vrai. pas. Tu rigoles, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu avais reçu une claque à 18 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux nous en dire Alors, plus? oui, comme je te l'ai expliqué, à mes 18 ans, donc âge de la majorité, tu vas voir tous les symboles après, et ça en Ok. parle de pourquoi ce développement-là. Donc, un, âge de la majorité. Deux, le jour de l'ascension. Donc, quand même, quand l'esprit doit s'élever, moi, mon corps descendait. J'ai fait une chute de 15 mètres. 15 mètres de chute d'escalade, le jour de l'ascension. Trois fois, je suis mort et revenu.
Je suis mort et revenu dans le sens où j'ai eu quand même un massage cardiaque, hein, j'ai eu ce qu'il fallait pour revenir. Plus de pouls, alors mort. J'ai été aux frontières de la mort, parce que mort, je ne serais plus là. Mais Mhm. j'ai eu une expérience de mort imminente, comme on appelle T'as ça. fait un arrêt cardiaque, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, j'ai fait arrêt Oui, cardiaque. oui, J'étais d'accord. Oui. au pied de la falaise, dans l'hélicoptère et sur la table d'opération. Et Mhm. n'ayant pas eu de réponse tangible et concrète, je me suis tourné vers l'ésotérisme, ce qu'on appelait l'ésotérisme à l'époque, pour avoir des réponses. Et j'ai eu quelques réponses, mais pas, c'était pas, ça répondait pas vraiment à ces questionnements de ce que j'avais pu vivre de l'autre côté, de toute cette expérience qui a pas été du tout traumatisante, Mais mais qu'est-ce que tu as vécu de l'autre côté? Parce que tu dis que t'as pas eu de réponse. j'ai pas eu de réponse dans le sens où je me suis vu, en fait. C'est-à-dire que lorsque j'ai été hors de mon corps et j'ai vu tout ce qui se passait. Et quand Ah, j'ai tu posé la t'es vu question, en, tu t'es vu, t'as vu la scène en oh, subjectif. Ouais, c'est ok. ça, j'étais au-dessus de moi Mhm. et je voyais mon corps, je voyais tout ce qui se passait. Ouais, J'ai eu des confirmations après parce que j'ai posé des questions. ouais, Euh, euh, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais comment tu sais ça? J'en ai qui ne se sont pas rendus compte, ça m'arrangeait bien. Parce que ouais, au début, je pensais quand même que j'étais fou, hein. J'ai ouais. eu plusieurs phases par rapport à ça. Je pensais que j'étais fou au début. J'ai eu une phase où j'ai pensé que j'étais damné, que j'étais mort, en fait, et que je vivais quelque chose de différent. Et ça m'a amené beaucoup dans le dark, hein, cette expérience-là. Et puis Hmm. j'ai eu une phase où j'ai compris qu'on ne pouvait pas tout comprendre. De toute façon, c'est ce qu'on s'aperçoit à force de savoir, c'est que plus on sait, moins on est sûr des choses. C'est intéressant ce que Donc, tu dis sur le fait que la connaissance, ça fait pas forcément du bien. C'est pas forcément une bénédiction de tout oh, savoir. la connaissance et la conscience est une, je ne vais pas dire une malédiction parce qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie, mais la connaissance et la conscience, c'est un véritable problème. C'est un Hmm. véritable problème parce que tu portes une responsabilité. Alors, déjà en tant que thérapeute ou coach, ou on l'appelle comme on veut, mais en fait, tu prends conscience de la dimension de la responsabilité que tu as et pour ta vie et pour les autres. C'est-à-dire que tu peux plus fonctionner de la manière d'un petit enfant. Arrête, tu sais ce que tu es en train de faire. Donc, Hmm. tu peux plus te mentir. Cette expérience, tu dis qu'à un moment donné, ça t'avait amené un peu dans le dark, parce que c'est pas habituel d'avoir ce genre de témoignage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent de sortir de leur corps et ils reviennent, ils sont complètement, ils ont, ils sont apaisés, Alors et c'est attends, pas moi, je forcément, te parle sur l'étape que j'ai eue après de compréhension de la chose. ouais. Moi, si je pouvais revivre demain ça, même là, dans 5 minutes, je le revis, il n'y a aucun problème. Mhm. Avec c'est un tel état d'allégresse. Je, on parle de la vitesse de la lumière, mais la vitesse de la pensée est vachement plus puissante. Moi, dans cet état-là, j'ai connecté plein de choses. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis inquiété, je me suis dit, mince, ma mère va s'inquiéter là. Qu'est-ce qu'elle fait? Je me suis juste posé la question, je me suis retrouvé devant elle avec une capacité à transcender sa mémoire, sa connaissance, pour savoir au final qu'elle était au courant de rien encore. Ah, c'est comme si t'étais partout où tu voulais, Téléporté. juste Ah, en en fait, voulant. je, Ouais. je pouvais être partout. C'est pas compliqué. Ok. À un moment, j'ai même pensé à ma grand-mère. J'étais devant ma grand-mère. J'ai même vu comment elle était pour me rassurer parce que on a tous besoin de se dire qu'on Confirmation. n'est pas fou dans ce genre d'expérience-là. Parce que ça m'a amené aussi à pas mal d'autres voies comme le chamanisme et beaucoup d'autres choses. Mais il faut être. Moi, je suis quand même pragmatique, tu vois. Je suis vierge ascendant scorpion, donc j'ai besoin quand même de ce pragmatisme-là. Ouais. Pardon. Donc, j'ai appelé ma grand-mère plus tard, je lui ai dit, tiens, tel jour, tu étais habillée comment? Et elle m'a dit exactement comment je l'avais vu. Quoi d'autre encore? Je vois une étoile, je me suis connecté à cette étoile, je suis parti à vitesse lumière, enfin, pire que lumière, je te dis, je me suis retrouvé sur des mondes différents. J'ai Mais vu ça, des choses. c'était quand t'étais en arrêt cardiaque ou c'était après cette expérience où t'avais continué à Ah savoir le non, non, faire? c'était pendant cette Pendant expérience-là. l'arrêt cardiaque. Ok. Pendant l'opération, j'ai transcendé
le chirurgien, quand je dis transcender, c'est que j'ai été vraiment dans sa pensée. Je l'ai senti parce que je me suis retrouvé dans l'angle de la pièce et à regarder tout ce qui se passait. Je les ai vus me retourner, j'entends le bip pour dire qu'il n'y a plus de signal cardiaque, Mhm. et j'entends comment il s'appelle, l'anesthésiste qui dit c'est pas grave, c'est la sonde qui a dû s'enlever. Donc le temps qu'ils me remettent et tout, en même temps, je perçois l'inquiétude chez l'anesthésiste, parce que le chirurgien n'était pas encore là, ou l'aide du chirurgien n'était pas encore là, et donc je rentre dans la tête du chirurgien qui se dit, je sens qu'il y a un problème. Et en fin de compte, je sais que ce chirurgien-là a un problème, enfin, a une relation avec une infirmière, et que l'infirmière venait de lui annoncer qu'elle avait un bébé, de lui. Et pendant que tu subissais l'opération, tu connaissais la vie privée des personnes qui intervenaient sur ton Ben, opération. pas pendant l'opération, mais pendant ce laps de temps où j'étais hors de mon corps, oui. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur les NDE, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que je ne suis pas complètement revenu. C'est-à-dire que ils m'ont fait le massage cardiaque, je suis revenu rapidement, mais je suis resté hors de mon corps. C'est-à-dire que je pense que les deux précédentes NDE que j'avais fait avant avaient créé une espèce de canal, tu vois. Sur la même Mhm. journée, 3 EMI, c'est quand même pas commun. Et si bien que pendant l'opération, j'ai beaucoup voyagé. Parce que je suis Mhm. resté dans cet état-là. Oui, parce qu'il n'y avait pas de notion de temps, finalement, quand tu étais hors de ton corps, Bah, mon ça pouvait organisme n'est durer pas une revenu à éternité. lui. C'est juste mon cœur qui a été relancé. Ouais, ouais. Le reste, il a continué d'aller balader. Mais ça a dû te faire changer complètement le concept que tu avais du monde, la vie, la mort, pourquoi on est là. Alors, pas dans le premier instant, hein. Ça, je peux te garantir que Ouais. à mon retour, j'ai été très perturbé de savoir ce qui s'était passé, si c'était vrai ou faux. Ok. Ça a été très déstabilisant. Ah, c'est ça où tu disais que tu avais une petite période un peu dark au début où tu n'étais pas sûr de toi? J'ai eu une période où je pensais que j'étais devenu fou, Ouais. mais je sentais bien que j'avais de la cohérence dans mes propos, je sentais bien que j'avais de la cohérence intellectuelle. Ouais. Je te dis, je suis pragmatique. Donc, moi, c'est ce pragmatisme-là qui m'a toujours tenu et sauvé. Donc, j'avais besoin de savoir si tout allait bien. Et il me semblait que tout allait bien. Et à force de faire, et c'est là où le gros danger aussi des gens qui vont faire un travail entre guillemets spirituel, tu vois, des formations ou ce genre de choses, ils se mettent à découvrir qu'il y a autre chose que la vie rationnelle et ils partent complètement en vrille. C'est-à-dire Hmm. que du coup, c'est une énorme révélation et on en voit beaucoup, je crois qu'on en connaît beaucoup. D'un seul coup, c'est des illuminés, mais clairement. Oui, ils partent trop en l'air, ils perdent leur Complètement ancrage. illuminés. Ouais, ouais. Enfin, ouais, complètement. Ils perdent leur ancrage. Tout est exclusivement spirituel. Tout n'est que leur vision des choses parce que, Ouais, quelque part, ils ont trouvé un ouais, axe et c'est bien, et c'est normal. Mais émotionnellement, ils n'avaient pas travaillé sur eux. Moi, l'avantage, c'est que j'avais quand même pas mal travaillé sur moi avant parce que dans mon enfance, j'ai eu beaucoup de problèmes. Ce qui fait que j'avais quand même eu quelques petites thérapies qui m'avaient permis de travailler et de soigner certaines choses au niveau de mon émotionnel. À l'âge de 3 ans, par exemple, moi, j'avais une nourrice qui me foutait dans un placard pour me garder, tu vois. Donc, ça a créé pas mal de problèmes. Donc, j'ai eu quand même, j'ai été suivi quand même un petit peu. J'ai fait un travail personnel Mhm. avec Mhm. un peu pour essayer de m'en sortir. Ce qui fait que ça m'a donné un socle. Et ce socle-là, il est important. Parce que tu vois, maintenant, la spiritualité, il faudrait presque trouver un autre mot. Parce que la spiritualité, maintenant, elle est à tous les mots. La difficulté, elle est là, c'est d'arriver à rester rationnel à travers les expériences qu'on peut vivre. Et donc, j'ai cherché à travers l'ésotérisme, j'ai cherché à travers beaucoup de choses, euh, y compris du massage, la numérologie, j'ai essayé énormément de choses. Et j'en suis arrivé au chamanisme. Je ne parle pas du chamanisme dont beaucoup parlent, dont beaucoup s'investissent eux-mêmes du titre de chaman. Moi, j'en ai côtoyé des vrais, Mhm. des Amérindiens, des gens, des prêtresses mayas, ce genre de choses-là. Mhm. Flor de Mayo, qui est quand même quelqu'un de reconnu au Mexique. Archie Fire Deer, qui est quand même un Indien Lakota, un homme médecine. Beaucoup de gens
découvrant à quel point c'est puissant certaines thérapies, comme l'expansion de conscience, le magnétisme, le Reiki. Tu vois, pour être maître Reiki, il faut 3 ans, maître. C'est quand même dingue. Et beaucoup de gens Tu veux dire sont que c'est pas beaucoup? bah, c'est rien. Ouais. Déjà, un chaman, c'est un enfant qui est choisi par le chaman. Traditionnellement parlant, hein, on entend bien. Il est choisi par le chaman parce qu'il est à part, parce qu'il a déjà, c'est comme ça qu'ils les appellent, ils ont un pied de l'autre côté. Et c'est donc une compétence qu'on a intrinsèque. C'est pas quelque chose qu'on s'invente. Un chaman, quand il vit une initiation, c'est pas une petite initiation. D'ailleurs, le fameux Archie Fire-Alamdir a écrit sa vie et son initiation. Ça passe par des phases, et des phases très dures, de résilience, justement, pour Hmm. que l'âme se forge. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rites. Moi, j'ai fait des huttes de sudation. C'est pas rien. J'ai fait la quête de vision. 3 jours sans manger, sans boire dans un cercle. Je peux te dire que tu vas chercher loin dans les problèmes émotionnels à ce moment-là. Hmm. Enfin, j'ai fait pas mal de tripes comme ça. J'ai fait des tripes Maya, j'ai fait l'ayahuasca, j'ai fait toutes ces choses-là parce que j'avais besoin de comprendre ce qui m'était arrivé. Et, et pour revenir sur ce que je disais, c'est que tu as beaucoup de gens qui, ayant fait quelques stages, immédiatement s'autoproclament thérapeutes. Mais ils n'ont pas travaillé sur leur émotionnel. Et ils peuvent en prendre plein la gueule à ce niveau-là, mais aussi sur un autre plan, ils en prennent plein la gueule. Et c'est des gens qui se chargent énormément, parce que dans le chamanisme, il ne faut pas oublier que c'est un peu l'intermédiaire avec les esprits. Et les esprits sont tous là, toujours. Et beaucoup de thérapeutes récupèrent ces esprits-là. Et ça, c'est dangereux. Donc, il faut impérativement traiter les problèmes émotionnels. Pour moi, c'est vraiment la base. Et c'est dangereux, en fait, pour les autres personnes, parce que ça devient des véhicules temporaires pour les traiter, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens qui viennent se faire soigner vont récupérer eux aussi ces entités qui sont là. Parce qu'il y a beaucoup moi c'est ce que j'ai vu de l'autre côté aussi, c'est qu'il y a beaucoup, et depuis je suis resté avec quelques séquelles, comme on va dire, si on veut dire le mot séquelles, on va plutôt parler de capacité, mais moi je vois ça. Je vois, je crois qu'on n'a que une demi-fréquence en termes de perception des yeux. C'est-à-dire que l'être humain voit qu'une certaine fréquence. Mhm. On voit que certaines choses. Mais en fait, si on change de fréquence, on va voir d'autres choses. Et j'ai cette capacité de changer de fréquence pour voir ou ressentir. En général, je ressens avant de voir. C'est-à-dire qu'en Hmm. général, je ressens, il y a un truc, je me dis, ah, mince, tiens, il y a quelque chose. Parce que ça, c'est pareil, j'ai appris aussi à le maîtriser. Parce qu'en revenant, je voyais tout. Je peux te dire que dans l'hôpital, je voyais un sacré paquet de personnes. Voilà. Hmm. Ça me nuisait plus qu'autre chose. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, j'ai cru que j'étais fou. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment, je suis tombé dans le dark parce que je me disais, mais je vois que des choses dark là, en fait. D'accord. Ah, c'est pour ça que tu disais que tu pensais que t'étais fou. C'est parce que Ah tu oui, voyais des choses que personne d'autre ne voyait. complètement. Et D'accord. que je ressentais des choses que je ne. Voilà. Et comment t'as fait pour arriver à résoudre ça? Est-ce que t'as appris à vivre avec ou t'as J'ai réussi à géré ne mes plus les problèmes. voir? J'ai géré mes problèmes émotionnels. Parce que Ok. c'était que des rappels à moi-même, en fait, si tu veux. Hmm. C'est-à-dire que ça venait que faire écho à des problèmes qui étaient en moi. Je parle souvent de fréquence pendant mes formations. C'est qu'une question de fréquence. On est en relation qu'avec les gens sur lesquels on est avec la même fréquence. Donc t'as réussi à régler tes problèmes émotionnels avec tes propres techniques ou est-ce que t'as vu des Non, professionnels? non, en faisant des stages et en réfléchissant beaucoup, parce il m'est arrivé de faire des stages de formation avec des gens et partir la première matinée parce que ça m'allait pas. C'était pas Ok. dans ma conception des choses. Est-ce que tu as une anecdote ou un exemple d'un stage qui t'a vraiment beaucoup aidé, qui t'a bouleversé, qui t'a vraiment apporté énormément de choses? Ah, c'est les chamans. C'est vrai, c'est les chamans? Ok. Ah ouais. Parce que, D'accord. en fait, c'est un trip d'ayahuasca que j'ai fait avec un chaman, un vrai homme médecine, et qui a su garder le contrôle, parce qu'il y a beaucoup, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chamans qui ont perdu le contrôle dû à la notoriété et à l'argent, et qui Mhm. en ont fait un business, alors que lui, pas du tout. Et avec ce trip-là, j'ai vraiment contacté la partie la plus dark chez moi. Et en Hmm. contactant
partie le plus dark. Je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi dark que ça dans la vie de tous les jours. Mais le seul moyen que j'ai eu pour m'en sortir, c'était d'envoyer de l'amour. C'est-à-dire que Mmh. j'ai rencontré mon double dark. J'ai eu très peur de cette personne-là. Et je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Parce que je me sentais englué avec. Et je me suis dit, qu'est-ce que je sais? Je sais que il y a une chose qui supplante tout. Et c'est vraiment, s'il y a un conseil vraiment qu'on peut dire, c'est que c'est le seul filtre, l'amour, de toute façon. L'amour est le seul filtre pour se sortir d'entités, de se sortir de plein de choses. Après, à un niveau humain et au niveau de notre fréquence, évidemment, hein. Mais l'amour est le plus grand des filtres libérateurs. Et en envoyant de l'amour, en disant c'est comme ça, tu as vécu parce que tu es construit, parce que déjà, c'est pour ça que je parle de sac à dos familial. La première des choses, personne n'a demandé à venir sur cette terre, officiellement, consciemment, évidemment. Avec ce sac à dos familial, ce patrimoine génétique, ce patrimoine, y compris, moi, j'ai pas demandé à aimer ce que j'aime, j'ai pas demandé à haïr ce que je hais. Et c'est en travaillant sur moi, Consciemment, en tout cas. consciemment en tout Ouais. cas. Mais c'est en travaillant sur soi. Oui, mais justement, c'est là où c'est intéressant dans un schéma d'évolution spirituelle, c'est qu'on n'arrive pas avec ça par hasard. Dans tous les cas, on vient sur Terre pour dépasser. Ça, c'est ma vision des choses. On vient pas je ne crois pas à la notion de karma individuel, je crois à la notion de karma familial, pas familial, familial dans le sens famille d'âme. Mmh. Mmh. Je crois en ça et je crois qu'on vient en fait uniquement pour faire un job, grandir, se dépasser pour enrichir la fréquence et élever l'ensemble de la fréquence. Mmh. L'ensemble de la fréquence de la famille d'âme, mais automatiquement par déversement et de l'humanité. On ne vient pas pour s'élever individuellement. On ne vient pas pour sauver son karma. C'est complètement égocentrique. C'est bien une vision petite d'humain, très petit, très réducteur, très égocentrique. On vient aider l'ensemble et pas seulement pour moi. On a tendance à ma vision, c'est mon rétex, mon retour sur expérience, de d'élever l'ensemble, la Terre, l'humanité, l'univers, tout. J'ai envie de te dire, comment tu fais aujourd'hui pour envoyer de l'amour? Ben, j'existe. Mais il y a des Je- personnes qui existent et qui ont l'impression de pas envoyer de l'amour, tu vois? Ou de pas savoir ce que c'est l'amour, tu vois? Ils Mais existent quand même, hein, mais j'envoie pas de l'amour en permanence, hein, attention, hein, je suis pas, je suis pas Jésus, et encore que même Jésus, si on regarde bien, moi j'ai beaucoup lu la Bible, hein. Moi j'ai grandi dans une famille témoin de Jéhovah, donc t'as qu'à voir un petit peu les obligations de lecture de la Bible, je la connais très très bien. Quand on dit je suis pas Jésus, je vois pas de l'amour, Jésus on voyait pas que de l'amour, hein. Quand il est arrivé dans le temple avec les marchands du temple, c'était pas de l'amour hein, qu'il envoyait, c'était de la colère, il a dégagé tout le monde. Tu vois ce ah que je veux dire? après, c'est pas ce qu'on fait ressortir de lui, le plus souvent, ce genre Exactement. d'anecdote. Oui, mais là encore, c'est un problème émotionnel. Pourquoi tu ne fais ressortir qu'une facette? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, pour montrer un peu l'exemple, le meilleur de soi-même, des choses comme Non, ça. non, oui, voilà, c'est encore une fois des croyances limitantes Mmh. créées par des réflexes conditionnés. Mais pareil, on dit Jésus, c'était un saint, machin. Ouais, il arrive à un mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il change en l'eau en vin. C'est un fêtard, hein, quand même, le Jésus. Et pourquoi je dis que c'est toujours un problème émotionnel à régler? Pour ça, pour être quelqu'un d'équilibré, stable, mûr. Parce que sinon, tu ne vas avoir qu'un angle de vue. Non, enfin, faut pas rêver. Moi, je suis un être humain, je fais de la résilience, j'envoie de l'amour quand il y a besoin d'en envoyer. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur en envoie. Ah, c'est pas Mais évident de discerner ça. je ne juge pas. La seule chose, c'est que quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'appelle ça le bon petit soldat. D'ailleurs, j'en parlais dans une de mes vidéos sur BioHerbReady, sur tout ce qui est résilience pure. Le bon petit soldat, c'est justement quelqu'un qui a un très gros problème émotionnel, qui veut plaire impérativement à papa et qui ne Mmh. va pas bouger de la loi. Et lui, si c'est no passada, c'est no passada. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas non Mmh. plus envoyer de l'amour bêtement, je vais pas lui envoyer de l'amour, oh, je t'aime, bah, tiens, c'est pas grave, je t'en veux pas. Non, en conscience, je t'en veux pas, basta, on n'en parle plus. Mmh.
C'est Donc pas, il y a plusieurs manières d'envoyer de l'amour, donc il n'y a pas qu'une seule manière d'envoyer de l'amour. ah, pourquoi l'amour serait limité? D'ailleurs, tu sais qu'en latin, on l'appelle sous plusieurs, on le nomme sous plusieurs facettes. Il y a agapé, il y a philae, il y a plein de facettes de l'amour. Hmm. Filial, il y a l'amour pour un ami, il y a l'amour pour sa femme, il y a plein de sortes d'amour. Il y a l'amour de l'amitié, mais tout ça, c'est des pensées limitantes qu'on peut développer si notre émotionnel, on ne le guérit pas, si on ne le soigne pas, si... Et on se soigne pas de tout, hein. Moi, il y a des choses, ça fait 20 ans que je travaille dessus. Quand je le vois qui ressurgit de temps en temps dans mes réactions, je me dis, punaise, encore avec ça. Il C'est faudrait, coriace. Ouais. c'est coriace, il faudrait arriver un petit peu à le dépasser, là. Ouais. Et comment tu fais pour travailler dessus aujourd'hui, malgré tout ce que tu as Alors, fait? mais je suis convaincu que j'arriverai jamais à tout guérir. Par contre, il a moins d'impact. Je lui donne moins d'impact. Et c'est ça Hmm. qui est intéressant, en fait. On, faut pas vendre du rêve. Moi, en stage, je vends pas de rêve. Quand je suis en stage, je vois où j'interprète. Et un de ces deux leviers doit confirmer l'un ou l'autre. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose, OK, je vais mettre en place un protocole psychologique, mental, archétypal, qui va, le fameux portrait que je fais, qui va valider ou pas si l'hypothèse est bonne. Mais j'en suis pas sûr. Je vais creuser et à force de réponses à travers, malgré toi, par exemple, quand je vais te dire quelque chose, tu vas avoir hop, une petite épaule qui s'écrase, un petit rictus ou quelque chose. Je vais me dire, ah, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à l'émotionnel. Ou un petit mouvement de recul en arrière, ou un pied qui recule. Et donc, bon, je passe le processus, mais j'ai créé une expérience émotionnelle avec ça. Je veux dire, tu vas répéter le mot en tapant dans le sac. OK? OK. Valide, qu'est-ce que je t'ai demandé? Quand tu vas me donner ce mot, je vais taper dans le sac en le répétant. Ok, c'est bon, donc tu as bien compris. Attention, je te donne le mot. Non. Et là où elle a compris le non qu'elle aurait dû dire à son oncle, elle a explosé le sac. Elle a frappé comme j'ai rarement vu des gens frapper. Donc, ça lui a permis de libérer ça. Après, on a débriefé et je lui ai dit, tu sais, cette trace, tu l'as. Ton corps la porte, ta mémoire la porte, ton mental la porte. Tu pourras jamais l'annuler. Je dis en stage toujours, la peur, on ne peut pas l'annuler. On ne peut pas la faire disparaître. La mémoire, on ne peut pas la faire disparaître. Par contre, on peut la rassurer. On peut la remplacer par autre chose. Donc là, c'est pareil. Ça, tu l'as. C'est fini. Est-ce que c'est Tu l'as. ça la résilience? Et la résilience, elle est là. C'est Hmm. fait. C'est très clair. Hmm. Survivre, c'est survivre au viol et à l'attouchement. Ouais. Hmm. Jusqu'à présent, elle a survécu. Elle a trouvé des systèmes de résilience. Mais maintenant, pour être pleinement résilient, c'est-à-dire qu'elle a conscience à quel point ça l'a touchée, à quel point ça l'a marqué, à quel point ça l'a biaisé, ben maintenant, elle va être vraiment résiliente. Elle va trouver tout un tas de protocoles, de techniques pour mieux vivre avec ça. En étant pleinement conscient de la chose, ça te permet, au moment où tu le revis, où tu as cette pensée. Peut-être elle, par exemple, c'est une main qui va s'approcher, une main familiale qui va s'approcher d'elle. Elle va avoir le petit mouvement, elle va se dire, pas forcément, pas forcément dangereux. Mhm. Elle va réouvrir. Mais ça réouvre aussi la porte de l'amour. Et c'est Ah ça qui oui. est important. C'est Et elle finalement va c'est donner de un l'amour antagonisme qui peut activer l'autre antagonisme. complètement. Ouais. Complètement. Donc voilà. Mais est-ce que ça veut dire que pour connaître vraiment l'amour, il faut avoir connu aussi l'extrême opposé ou pas forcément? Non, pas obligé. Hmm. Il y a pas de code. On est tous codés. En fait, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code et il y a de code. Oui, mais non. C'est-à-dire que oui, il y a des codes, mais que les siens. Ils sortent malgré moi, mes codes. Et j'en veux pas. Il y a certains codes que je veux pas. Mais pourtant, ils Ouais. sortent. Mais du coup, dans la notion de résilience, est-ce qu'il y a une forme aussi de maîtrise ou pas du tout? Parce que je disais maître, tu me dis ouais, mais on est maître de rien. Mais est-ce que si on est résilient, on peut parler de maîtrise ou pas vraiment? Dans la mesure où tu souhaites être résilient, tu souhaites maîtriser les choses. Oui, Donc oui, oui. oui. Ok. Hmm. À partir du moment où tu décides de faire avec et de t'adapter, oui, il y a de la maîtrise. Il va falloir que D'accord. tu... Et puis, plus tu es conscient, encore une fois, d'où l'importance
du développement personnel pour gérer ses problèmes émotionnels, eh bien, ça va te permettre d'avoir une meilleure maîtrise. Il y a des personnes qui restent encore sur Terre et qui errent. Mais pourquoi elles errent? Parce qu'elles ont des problèmes émotionnels. Parce qu'elles ne veulent pas lâcher la famille. Tout n'est que des problèmes émotionnels. Mhm. Tout est toujours lié à papa, maman, pipi, caca. C'est pas compliqué. La vraie résilience, est-ce que c'est pas juste comprendre qu'est-ce qui nous bloque ou qu'est-ce qui nous biaise, plutôt que vraiment apprendre plein de techniques et de stratégies? Alors, c'est la base de la résilience, c'est-à-dire que tu ne peux pas être résilient sur quelque chose que tu connais pas. Donc ça passe avant tout par se connaître Moi, soi-même avant de suivre des par exemple, formations de techniques. je déteste le froid. La résilience dans le froid, je l'ai appris, mais je ne l'ai pas exploré, parce que c'est quelque chose que je déteste. Donc, pour répondre à ta question, c'est du même acabit. Ok. C'est-à-dire que je ne serai pas expert dans la survie en froid, mais dans la résilience au froid. Par contre, je saurais survivre au froid. D'accord. Donc, tu peux être le meilleur résilient sera celui qui aura emmagasiné le plus de connaissances. Pour être résilient sur un domaine, il faut connaître beaucoup de choses pour en être conscient, pour être conscient de la chose. Il Oui. faut connaître le domaine, connaître les contre-mesures, et ensuite avoir l'intellect pour pouvoir les utiliser au bon moment. Mais comme je l'ai dit en préambule, le truc, c'est que on ne peut être que le meilleur résilient qu'à partir du moment où on a expérimenté. Mhm. Si ton cerveau, qui, je le rappelle, ne fonctionne que sur combat, fuite, inhibition, juge à travers ces trois prismes que ta connaissance est maigre par rapport au combat, à la fuite ou à l'inhibition, il va mettre un coup de pied au cul à ta connaissance et il va dire non, non, moi, la seule chose que je connais, la fuite. Je vois. Parce que il est lié intrinsèquement à ton émotionnel. Si dans Oui. son émotionnel, par exemple, le combat ou la fuite a été un problème récurrent parce que son père était alcoolique et que chaque fois il se battait et qu'il fallait qu'il se batte ou qu'il fallait qu'il Oui, fuit, là tu parles de réflexe de survie finalement. bah oui, mais parce Ouais. que n'oublions pas que la résilience passe à travers les filtres de l'instinct de survie. Peut-être que initialement, en fait, c'est ton émotionnel qui fait que tu développes certaines compétences. C'est pas Ouais. peut-être, c'est d'ailleurs ton émotionnel qui fait que tu développes des compétences. Moi, si j'ai développé des compétences, c'est parce que j'ai malheureusement la vie m'a pas beaucoup épargné sur les expériences douloureuses et je sais réagir avec ça. Je sais qu'il faut être froid, je sais qu'il faut savoir encaisser, et que encaisser, c'est quelque chose que je sais bien faire. Mm. C'est la résilience, mais elle a été forgée par l'émotionnel. Moi, si je suis maintenant à faire Survivor Attitude et Catalyse Up et à former les gens à la résilience, c'est parce que j'ai travaillé sur mon émotionnel, j'en ai fait une force et je l'ai développé. Et c'est en enlevant son émotionnel qu'on peut avoir la plus grande lucidité sur des situations de crise. L'hémisphère droit est connecté à tout le côté gauche, la créativité, l'émotionnel, le passé, les émotions, tout ça. L'hémisphère gauche, lui, est connecté au pragmatique, le présent, le calculateur. Lorsqu'on est en situation de survie, lorsqu'on est en état de choc, en rupture avec la normalité, ce qui se passe, c'est que immédiatement, tu es connecté dans ce cerveau-là, l'émotion. Qu'est-ce que ça fait? L'effet tunnel, l'effet chimpanzé, agarre complètement. Le seul moyen pour en sortir, c'est de basculer dans l'information, dans le pragmatique. Donc, on passe immédiatement dans l'hémisphère gauche pour ramener du pragmatisme. Et ça devient une gymnastique quand tu as l'habitude à ça. Mais quand tu n'as pas l'habitude, tu restes prostré. Mhm. Et il te faut avoir un protocole pour pouvoir reprendre le contrôle sur toi. À l'art du non-agir dans le taoïsme, c'est une forme de spiritualité mais pragmatique. Mais si ça leur convient, c'est très bien. Moi, je ne suis pas adepte du non-penser, non-bouger, non... Non, c'est non. pas non bouger, c'est plus être dans l'état de réceptivité des choses. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas s'agiter ou s'exciter pour faire plein d'actions. Ils vont d'abord recevoir des informations. Et en fonction des informations qu'ils reçoivent, ils évaluent si c'est utile ou pas d'agir. Donc, ils essaient vraiment d'agir quand c'est nécessaire et exclusivement nécessaire. Ils sont dans le contrôle et c'est quelque chose, moi, qui ne me convient pas. Il faut être dans le contrôle, mais lorsqu'on est... Là, on parle de spiritualité, évidemment, hein. Euh, pour moi,
comme je l'ai dit, on vient sur Terre pour apprendre, pour croître et pour libérer ensuite ça une fois qu'on meurt. D'accord? Hmm. Euh, donc, si tu te prives d'expérience, si tu te prives justement de... C'est pour ça que je dis, on travaille, je reviens, je l'aurais répété, je sais pas combien de fois pendant cette vidéo, mais Ouais. il faut travailler sur soi. Le développement personnel est important pour libérer ses problèmes émotionnels. Ah, tu veux dire, ce que tu essaies de dire là dans les taoïstes qui sont dans le contrôle, c'est que tu veux dire que le fait de s'enfermer entre guillemets dans un temple, ça empêche de vivre des expériences qu'ils auraient dû vivre face aux autres? Je dis pas ça. Je le dis sous un Ouais, autre niveau. Ce que je dis, c'est que tu peux pas te couper de ton émotionnel, tu peux pas te couper de ta raison, mais ouais. à un moment donné, il y a des choses que tu maîtrises pas. Hmm. Ça ne doit pas passer par le filtre de la spiritualité, de est-ce que je vais réagir ou pas réagir. Non, on est là pour réagir. Parce que la D'accord. réaction, toutes nos réactions vont apprendre de nous et en apprenant sur nous, vont nous libérer émotionnellement pour nous faire croître. Hmm. C'est pas en ne bougeant pas, en s'enfermant dans un temple qu'on va évoluer. Je Ou alors comprends c'est ce que ton tu veux dire. karma, mais ça fait partie de ta famille d'âmes, et c'est ce que je pense des bouddhistes d'une manière générale, c'est que ils font partie de cette famille d'âmes de non penser, non bouger, puis après cette bulle-là, l'humanité va s'apercevoir qu'elle a plus besoin de ça, et ça va partir, ça va s'envoler, ça va se libérer dans l'atmosphère, et on va comprendre ça. Les grands maîtres sont venus apprendre beaucoup de choses, et pour moi, quand je dis grand maître, pour moi, Bob Marley est un grand maître. Mhm. Mais Jésus est venu nous apprendre l'amour du prochain, le pardon des péchés. Tu regardes dans le bouddhisme, c'est pareil. Il y a toujours une grande énergie à travers les grandes religions. Tu Mhm. vois, ça apporte quelque chose et ça la libère. Euh, la religion, elle est là à la base pour nous relier normalement. Hmm. La Mais religion, oui, elles sont oui, reliées. elle relie les hommes normalement. Donc, les grands maîtres, c'est, comme je te dis, pour moi, qu'on le veuille ou non, mais on dit, c'est un maître, il est venu apprendre quelque chose, il est venu enseigner quelque chose. Bob Marley, il est venu enseigner quelque chose. On vient tous enseigner quelque chose. Et pour Hmm. moi, c'est ces derniers maîtres-là qui viennent dire, bon, maintenant, on vous a apporté ça à l'humanité, faites avec, évoluez avec. Les personnes qui, disons, se coupent un peu de la société, d'une société un peu agitée, pour essayer d'être dans la maîtrise de soi et que toi tu dis bah non justement l'idée c'est d'expérimenter la non-maîtrise. Complètement. Et c'est pour ça que je te dis que j'accompagne beaucoup de thérapeutes, parce ils arrivent à un plafond de verre, hein. Tu le sais, je fais aussi tout ce qui est travail de plafond de verre. C'est-à-dire qu'ils disent, je comprends pas, j'ai pas mal de problèmes, il m'arrive ci, alors je suis souvent fatigué, j'ai ci, j'ai là. Donc j'ai le même travail de mise en place d'un portrait. Et on s'aperçoit qu'en fait, ils ont été trop tôt thérapeutes. Ils ont trop vite aidé, ils n'ont pas réglé leurs problèmes, et ce qui fait qu'ils attirent toujours la même clientèle, et à force, ça les charge. Et ça les coupe de la réalité aussi, surtout au début. Hmm. Et ils n'arrivent plus à évoluer. Or, le problème est là, c'est qu'ils doivent évoluer aussi. Les thérapeutes doivent évoluer, ils ne doivent pas s'enfermer dans leur dogme. Ils se disent, j'ai trouvé la vérité, je vais rester là, je ne bouge plus, c'est très bien, ça y est, j'ai trouvé ma place, c'est ma mission. Non, non. Navré, non. Hmm. Ta mission, c'est de croître, de t'élever pour libérer ça ensuite lorsque tu quitteras ce monde-là. Pas autre chose. Encore une fois, c'est un problème émotionnel parce qu'ils ont besoin d'un titre. Regarde, pour moi, hein, c'est ma vision des choses, tous ceux qui portent des uniformes, pompiers, infirmiers, un titre, c'est des gens qui ont des problèmes de reconnaissance. Ils ont un besoin de reconnaissance. Papa, maman l'a peut-être pas reconnu à l'âge où ils auraient dû, où ils avaient ce besoin-là. Hmm. Ouais, un uniforme, il n'y a pas plus. Alors maintenant, on a des femmes militaires, mais on reconnaît l'homme. À mon époque, on reconnaissait un homme à travers son uniforme. Un Oui, militaire, c'est... Regarde, la société a eu besoin très longtemps d'hommes forts. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Aux enfants, on donnait des Big Jim, des militaires, des hommes forts. On mettait des films, des Rambo, des guerriers. Ça, c'était des hommes forts. Maintenant, cette société n'a plus besoin d'hommes forts. Elle a besoin d'hommes et de femmes, hein, évidemment. Elle a besoin d'hommes et de femmes malléables. Donc, on leur donne ce qu'il faut pour qu'elles soient malléables. hmm. Aux femmes, aux enfants, aux filles, on donnait des Barbies.
soit la bonne petite... regarde, Ma sorcière bien-aimée, la série à l'époque, ah, c'était une sorcière avec des grands pouvoirs, mais c'était là, la femme, la maîtresse de maison, derrière son mari. Les femmes, les Amérindiennes, pouvaient choisir d'être des guerrières. Hmm. En Égypte, que je sache, il y avait quand même pas mal de déesses. Les prêtresses, c'était surtout des prêtresses en Égypte. Moins tu manges de viande, moins tu manges d'animaux, et tout ça, et plus tu es spirituel. Faux. Première chose qu'on fait avec un chaman en sortant de la sweat lodge, manger de la viande pour bien s'incarner, pour bien se rappeler que le job, il a à faire ici. Oui, oui. Puis il y a des régions où ils ont pas beaucoup de végétaux à manger, hein. Quand tu vois les pays très très froids, ils mangent que de la viande. Ça les empêche pas d'avoir des chamans et Pas le des choix. guérisseurs et Là, tout. c'est de la survie, c'est pas de la résilience, hein. T'as Oui, pas le mais choix. ils mangent de la viande quand même. Enfin, ils Ils sont sont pas là en train de... obligés de manger du gras, hein. Bah oui. Rien d'autre. Hmm. Ils ont rien d'autre. Donc Mhm. voilà. Pareil, Flore des Maillots. Et puis, il buvait, hein. Archie Fireland dire, buvait. Il buvait son petit verre de vin rouge. C'était nickel. Et Flore des Maillots, pareil. Et celui qui va se lever pour dire que c'est pas spirituel du tout, il a des enseignements, laisse Bah, tomber, hein. après, c'est plus les excès, parce que boire de l'alcool, fumer, bon, voilà, Mais mais encore une c'est fois, le c'est un fait problème de c'est reconnaissance. l'abus qui C'est fait. un problème de reconnaissance, encore une fois. Parce que dans la tradition chamanique amérindienne, ils doivent passer par une phase où ils sont un peu alcooliques. Ah bon? Ouais. Ah ouais, bah tu liras Ah, son... C'est impressionnant. ah ouais, mais c'est incroyable parce que c'est Ils difficile doivent après. marcher à l'envers aussi, tout le temps. Ils Waouh. marchent à l'envers. Mais ça, c'est Ouais. des choses qu'on connaît pas du tout, on n'en parle pas. Mais On a beaucoup parce d'a priori que, sur je te les autres dis, encore cultures. une fois, c'est la spiritualité qui a été galvaudée, qui a été lissée vers le bas. On veut un nivellement par le bas pour le Hmm. contrôler. C'est pas compliqué. Ça me rassure un peu ce que tu dis, parce que j'ai regardé un reportage sur les Kogi il y a pas longtemps, donc qui vivent en Amérique du Sud. Et en fait, ils sont tout le temps en train de mâcher de la feuille de coca. Et moi, j'étais en train Ouais. de me dire, oh là là, c'est mauvais pour la santé. Mais en fait, eux, ils en font un usage complètement pacifique et ça semble aller très bien. Donc, Encore une fois, c'est qu'une question de conscience, c'est tout. hmm. Ok, je comprends mieux l'usage qu'ils en font. Et à côté de ça, bah, t'as les narcotrafiquants qui en font un autre usage. Et là, c'est complètement autre chose et c'est une autre conscience. Encore une fois, une question d'équilibre. Hmm. Équilibre, conscience et émotionnel. Qu'est-ce que fait quelqu'un qui fume et qui boit? Il tète le sein de sa mère. Pas compliqué. Hmm. Je Il comprends. tète. Tète. Ok, tu as un manque émotionnel quelque part. Parlons-en. Alors, il n'y a pas que ça. Ceux qui fument, ceux qui se droguent, aussi, il y a une grande majorité de gens qui ont besoin de décompresser, évidemment. Mais ils décompressent à travers le symbole de la mer. Parce que pour eux, D'accord. c'est leur code. Il y a un archétype. Il y a des notions d'archétype. Mais globalement, c'est tes codes. Tes codes ne sont pas les mêmes que les miens. Par contre, on fonctionne tous de la même chose. Dans toutes les cultures, c'est la même chose aussi, regarde. Saint-Pierre, c'est Anubis. Pareil, c'est le passeur. Celui qui t'attend pour peser ton âme. Mais dans la tradition maya, c'est le jaguar. En fait, c'est les mêmes C'est des notions archétypes. universelles, mais qui sont codifiées différemment selon les cultures. À ça, c'est une grande peur chez beaucoup de gens. C'est une grande peur déjà qui fait partie de notre sac à dos familial, culturel par rapport à... Parce que dans le sac à dos familial, il faut aussi étudier le pays de résidence. Le pays de résidence, c'est très français. Regarde en France, qu'est-ce qu'on fait? Quand on brille, quand ça va pas, on demande la tête. Si en France, quand quelqu'un ne fait pas les choses comme il faudrait, ou quand on l'aime plus, on lui coupe la tête ou on le brûle. Mhm. La révolution, la chasse aux sorcières. Et sortie de guerre, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les cheveux. C'est une traître. Celles qui ont collaboré. Et les collabos, on les pend. Donc, s'exprimer en France, waouh, c'est s'exposer au jugement. Mhm. Pourquoi on n'entend pas beaucoup ça? Parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on n'a pas envie. Moi, je m'en fiche. J'ai écrit un livre déjà où j'ai expliqué tout ça. Et je m'en fiche. C'est ma dimension. J'assume ma dimension parce que je sais une chose, c'est que si j'assume ma dimension, je vais être pleinement dans les choses que j'aurai besoin de vivre. Mais je sais aussi une chose qui fait partie de cette grande loi, c'est que la loi de la fréquence que je prône ne va pas me confronter à des choses dont j'ai pas besoin ou qui ne me correspondent pas. Donc, j'ai pas peur des détracteurs.
Parce que les détracteurs vont pas venir. C'est à eux de comprendre qu'à partir du moment où ils sont dans le jugement, c'est eux-mêmes qui jugent en fait. Mmh. Ils sont en train d'exprimer, sans le savoir, leur propre peur. C'est pas un problème pour moi. Mmh. Ce qui est un problème pour moi, c'est ma conscience. Par contre, ça, c'est un vrai problème pour moi. Tu es inconscient. Tu as trompé ton mari, tu es inconsciente. Mmh. Ou une prostituée. Non, mais tu te rends compte? On dit Mmh. bien la grande prostituée, parlant de Babylone la Grande dans la Bible. Alors que dans les temples, il y avait des prostituées sacrées, hein. Dans les temples à Éphèse, en Égypte, il y avait des prostituées sacrées. Les apsaras, dans la tradition hindoue, c'est des prostituées sacrées, c'est des déesses, hein. Mmh. Après, c'est vrai que c'est tellement éloigné de la culture qu'on Et voilà, reçoit. Ouais. C'est même voilà. Donc difficile de l'imaginer. Ouais. c'est pour ça que on revient sur la notion du jugement, tu vois. Le jugement, il est lié qu'à sa culture, son sac à dos familial, Ouais, je son comprends. émotionnel. Donc, moi, j'ai pas peur, ça me dérange pas d'en parler. Mmh. Par contre, je sais qu'il y a des limites, il y a un cadre qu'il faut pas dépasser. Oui, mais il y a des gens qui sont pas prêts à entendre certains C'est enseignements ça. parce que c'est trop éloigné de ce qu'ils seraient supportés ou d'entendre. Tu as bien dit le mot, saurait surporter, et pour eux, c'est insupportable parce que ça les rassure, encore une fois à cause d'un problème émotionnel, ça les rassure de croire à ce qu'ils croient et ça les tient de croire à ce qu'ils croient. Et si Hmm. tu peux commencer à leur parler d'extraterrestres, d'autres vies, de d'autres personnes et fantômes et machin, waouh, ah non, non, c'est un fou. Ah non, hein, c'est Ouais, je juste, comprends. toi, c'est de la folie. Ouais, ouais, c'est vrai que tout est une histoire de conditionnement qui c'est pas juste individuel, mais culturel, familial, ethnique. Ah, et puis, Complètement. puis plus c'est loin dans les générations, c'est-à-dire que plus c'est lié à l'ethnie et les... Et la conscience, Ouais. Mais plus c'est difficile de déraciner quelqu'un de ses croyances, en fait. mais complètement, Voire même impossible, parce qu'il s'il le veut pas, on n'y arrivera pas. complètement. Cannibalisme. Oui, oui, Manger du ça. chien. Tu sais qu'au début du siècle, on mangeait du chien dans les campagnes en France. Mais Oh maintenant, bah, il y en a toujours qui le font, hein, c'est juste qu'on le sait pas. ah bah, ici, on en mange, hein. Ouais. On mange du chien et du chat ici. On mange de l'éléphant ici. Bah, les Français mangent du cheval, mais pour beaucoup, c'est pas bien, enfin. Donc, Ouais, c'est de la viande. hmm, Conscience. c'est vrai. Enfin, voilà. Ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup de nous ouvrir un peu l'esprit sur toutes ces articulations et tout. Ça permet de mieux comprendre où sont les blocages, que c'est pas juste individuel, mais ça peut être aussi culturel, familial et bah, ethnique, et que finalement l'émotion, ça va être un problème principal sur toutes la réactivité et les réflexes conditionnés qu'on va avoir, et c'est le point principal de travail. Donc c'est ce que je retiens un peu de cette discussion. Les réflexes conditionnés, c'est l'émotionnel. Et c'est vraiment les choses sur lesquelles il faut travailler. Bah, en tout cas, on sait que tu proposes des stages donc avec Survivor Attitude pour travailler Ça. là-dessus. Et Et on des espère accompagnements. bientôt de prochaines sessions en vue sur ton site internet pour... C'est les informations sur Survivor ou sur Catalyse comme je te disais, en distanciel où on peut travailler comme ça. Je fais d'ailleurs beaucoup de travail quand même, comme ça Alors, ici. on mettra les Ok, liens en avec description de plaisir. la vidéo. Bah, merci Merci beaucoup, de m'avoir Fred. donné l'opportunité. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.